Voilà, la moitié de l'année est donc officiellement derrière nous. La séance d'hier ne restera pas dans les séances mémorables de l'histoire puisque on a principalement passé la journée à faire le point sur ce qui nous attend et sur quels sont les arguments qu'il faut mettre en place pour continuer à faire monter les marchés. Le bilan semestriel est plutôt bon, voire même excellent si on se base sur ce qu'on a vécu depuis le début du mois d'avril. Aux USA, le S&P 500 et le Nasdaq terminent tous les deux à des niveaux records. Et le monde se prépare donc pour la suite, les tarifs douaniers et les multiples baisses des taux à venir. En fait, rien n'a changé depuis le début de Trump 2.0. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 1er juillet 2025, premier jour d'un nouveau semestre qui, j'en suis sûr, restera mémorable. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc voilà, rideau sur la première moitié de l'année boursière 2025. Clap de fin, standing ovation pour le S&P 500 et le Nasdaq qui terminent en beauté au sommet de leur forme. On aurait dit Lando Norris et Oscar Piastri en Formule 1. Ils sont seuls au monde et personne ne semble pouvoir les empêcher de gagner des courses. Le S&P 500 et le Nasdaq, c'est pareil. On sait qu'ils vont finir par aller plus haut. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Et en l'occurrence, hier soir, les indices vedettes, on va dire, de la bourse américaine ont tout de même accroché de nouveaux records. Et ce, même si nous avons passé plus de temps à nous dire que le trimestre avait été fabuleux et que si ça se trouve, la seconde partie de l'année serait encore meilleure. Puisque depuis hier matin, on semble tous d'accord pour se dire que quoi qu'il arrive, la Fed va baisser les taux 3 fois en 2025. Alors oui, d'accord, la première fois, ça ne sera pas au mois de juillet, ça, il ne faut pas rêver quand même, mais là, tout de suite, une espèce de consensus est en train de se dessiner et les experts tablent sur une baisse en septembre, puis une autre fin octobre, et ensuite on terminera avec une dernière le 10 décembre. C'est le nouveau consensus qui est à la mode depuis hier. On n'oubliera pas qu'en théorie, Powell n'a pas besoin d'attendre une réunion officielle pour agir, mais la probabilité qu'il s'emballe durant l'été et qu'il disjoncte en août en plein milieu du meeting de Jackson Hole est quand même assez proche de zéro. Enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le S&P 500 progressait de 0,5% hier, suffisamment pour signer son meilleur trimestre depuis fin 2023. Le Nasdaq, lui, enchaîne les records comme si c'était facile, avec une progression de 5,5% sur 6 mois. Il affiche son meilleur run depuis 2020. Mais même si les indices américains ont de quoi bomber le torse en ce mardi 1er juillet, il faut reconnaître que sur les 6 premiers mois de l'année, il y avait bien mieux comme performance. À commencer par l'or qui est en hausse de 26% ou l'argent qui progresse de 25%. Bon, après, c'est vrai que l'effet dollar n'a pas forcément été et ne sera pas forcément d'une grande aide dans le bilan de ce matin. En revanche, le DAX affiche tout de même une perf de 20%, merci à l'armement, et pendant ce temps-là, la France progresse de 3,86%, merci au luxe qui a bien tiré tout le monde à la casse. Et pendant ce temps-là, la Suisse fait moins bien que la Chine en affichant une hausse de 2,65%, ce qui est mieux que le Japon, qui est péniblement terrain positif, mais nettement mieux que le baril de pétrole qui se prend quand même près de 10% dans le baril depuis janvier, comme vous l'avez noté, bien sûr, à la pompe. Vous l'avez noté à la pompe, non? Vous ne l'avez pas noté? Bizarre, ça m'étonne. Mais bon, au milieu de tout ça, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est pas grâce à l'économie ce qu'on vit aujourd'hui. On peut d'ailleurs tergiverser pendant un bon moment sur l'état de santé de l'économie. Mais pour être franc avec vous, en ce moment, le marché et les investisseurs ne sont pas très réceptifs à un bilan de santé objectif de l'économie mondiale, et américaine en particulier. Si là vous me donnez 45 minutes pour en parler, je crois que ça ne serait pas suffisant pour faire la liste de tout ce qui ne va pas, mais on s'en fout de ce qui ne va pas actuellement. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça sera demain, dans 3 mois et dans 6 mois, quand les taux auront baissé bien sûr, et quand les tarifs douaniers seront finalement intégrés dans nos scénarios, et que l'on se rendra compte que ça n'est pas si moche que ça pour l'inflation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qui fait monter les marchés n'est pas un bilan objectif sur l'état de l'économie, non, ce qui nous fait monter, c'est tout simplement le
storytelling. C'est parce qu'on aime bien qu'on nous raconte des histoires que nous sommes noyés dans l'optimisme et la joie de vivre en ce moment. Il ne faut pas se leurrer. Après les événements du mois d'avril, le marché s'est relevé comme un boxeur sonné par une avalanche de coups, psychologiquement plombé par les menaces des tarifs douaniers, puis il a joué à Rocky. Et puis finalement, depuis les multiples moratoires et la série spectaculaire de revirements de la part du président Trump, nous en sommes presque arrivés à se convaincre qu'il va adoucir les tarifs à la dernière minute et que ça va finalement bien se passer. Oui, ça va bien se passer parce que les tarifs, ils ne sont et ne seront pas si inflationnistes que ça. Ah si, je vous assure, je l'ai lu ce matin dans un article du Barron's, je cite: le marché pense que finalement les tarifs ne provoqueront pas une hausse de l'inflation non désirée. Mais alors, sur base de quoi peut-on dire ça? Alors personnellement, aucune idée, puisque historiquement ça tient pas la route. Fondamentalement, on n'en sait rien, mais visiblement l'effet storytelling suffit en ce moment. On va donc parier nos caisses de retraite sur le fait que les tarifs seront adoucis à la dernière minute et que ça ne gênera pas Powell pour baisser les taux. Mais il n'y a pas que ça, on se raccroche aussi au fait que la guerre Iran-Israël va rester verbale dorénavant et que le détroit d'Ormuz restera une étendue d'eau parfaitement pacifique pour aller faire de la voile. Sans compter que le Big Beautiful Tax Bill républicain va passer les doigts dans le nez d'ici vendredi. Et puis ensuite, avec ces rabais d'impôts, l'ensemble des Américains vont donc se jeter dans les magasins ce week-end pour faire du shopping et relancer l'économie. En résumé, on continue d'espérer que le marché puisse grimper encore longtemps sur de simples espoirs, et ça, même si la réalité économique ne suit pas. Restera donc à voir ce qui va se passer avec les droits de douane, puisque le 9 juillet, ceux qui n'ont pas signé vont se faire défoncer. Et il y a encore un paquet de monde dans ce cas. Mais en même temps, Trump est tellement balèze pour tourner la veste à la dernière minute, le fameux taco trade, que personne ne croit une seconde que tout va se terminer le 9 juillet. Et si vous avez encore un doute là-dessus, regardez tout simplement ce qui s'est passé avec le Canada depuis vendredi dernier. Chapitre 1, le Canada met en place une taxe digitale sur les géants de la tech. Chapitre 2, Trump s'énerve, claque la porte et se roule par terre en menaçant d'arrêter de respirer jusqu'à qu'il lui arrive quelque chose et il ne négociera plus avec le Canada. Chapitre 3, Carney se dégonfle, supprime les taxes et Trump revient négocier et on parle d'un deal qui arrivera avant le 21 juillet. En revanche, ils n'ont pas précisé le 21 juillet de quelle année. Les marchés terminent donc ce semestre comme un feu d'artifice tiré dans un champ de mine. C'est beau, c'est haut, c'est spectaculaire, c'est historique, mais c'est aussi bourré d'explosifs géopolitiques, fiscaux et tarifaires. Alors on lève son verre, on applaudit la performance, mais par contre on garde les baskets aux pieds parce que la vraie course elle commence maintenant et d'ici la ligne d'arrivée, il y aura encore 2-3 obstacles et un paquet de pieds jaloux sur le chemin. Du côté des sociétés, parce que oui, la microéconomie existe toujours et il y a des boîtes qui ont une vraie vie après Trump. Meta vient donc de battre un nouveau record d'altitude boosté par une offensive massive sur l'IA. Zuckerberg a piqué plusieurs chercheurs à OpenAI en balançant des packages à 100 millions de dollars pour muscler sa Dream Team Super Intelligence. La boîte a aussi pris 49% de Scale AI avec un ticket de 14 milliards et veut investir 29 milliards dans ses data centers. Meta veut donc du lourd, du très lourd, 2 gigawatts de puissance de calcul et une armée d'experts pour développer une IA aussi forte que l'humain. Pendant ce temps, chez OpenAI, on panique sec et on verrouille les portes et on commence à couiner dans les médias comme quoi on se sent volé par la concurrence. En tous les cas, on a bien compris que la course vers qui sera le premier Skynet de l'histoire est en train de démarrer à toute vitesse. Il y a aussi Oracle qui continue de faire un carton. Hier, ils ont annoncé que leur année fiscale démarrait sur les chapeaux de roue. Dans les cartons, un méga contrat cloud qui pourrait rapporter plus de 30 milliards par an dès 2028. Le titre prenait 4% et les analystes tournent tous bullish les uns après les autres. Dernier objectif chez Stifel, $250. Oracle est devenu le fournisseur cloud préféré des stars de l'IA, main dans la main avec Nvidia évidemment. 4 des 5 plus gros développeurs de modèles IA tournent sur leur data center, autant dire qu'ils sont assis sur une mine d'or. Avec une croissance cloud qui tient la route, une gestion serrée des coûts et des perspectives ultra solides, Oracle est en train de se transformer en machine à cash. Le titre est en hausse de 33% depuis le 1er janvier. Autrement, on parle donc beaucoup
coup du Big Beautiful Tax Bill de Trump, le Sénat américain est en pleine bataille pour faire passer le vaste projet de baisse d'impôts voulu par le président, malgré de fortes tensions et des divisions au sein même du camp républicain. Le texte, qui représente à peu près 940 pages, pourrait creuser la dette de 3300 milliards de dollars sur 10 ans. Mais bon, 3300 milliards de plus ou de moins au stade où on en est, franchement, ça changera quoi? 2 sénateurs républicains ont déjà voté contre et se sont fait massacrer par Trump sur les réseaux sociaux. Les républicains défendent une méthode de calcul favorable qui devrait minimiser l'impact budgétaire qualifié d'illusion comptable par certains experts. Un vote final est donc attendu dans les prochains jours puisque Trump espère une adoption avant le week-end prolongé du 4 juillet. Et puis, on n'oubliera pas non plus que le feuilleton Powell vs Trump est toujours d'actualité puisque Trump accentue sa pression sur Jérôme Powell encore un peu plus afin d'obtenir une forte baisse des taux. Alors cette fois, on a passé la vitesse supérieure puisque l'objectif du locataire de la Maison-Blanche se situe autour de 0,5% contre 4,25, 4,50 actuellement. Durant un briefing, la porte-parole de la Maison-Blanche a brandi un espèce de mot manuscrit de Trump qui traite Powell de too late et l'accuse de faire perdre des centaines de milliards aux États-Unis. Malgré ça, la Fed reste prudente et n'envisage toujours pas de baisse avant septembre ou plus tôt. Le secrétaire au Trésor, M. Scott Bessent, a également critiqué la paralysie de la Fed en ce moment. Il évoque l'échec de 2022 à anticiper l'inflation. Powell arrive donc, vous le savez, en fin de mandat en mai et la Maison-Blanche planche déjà sur son remplaçant. Ça, on sait aussi, qui pourrait d'ailleurs être Scott Bessent lui-même. Et puis, on va terminer avec une petite réflexion sur les valorisations du marché. Depuis son point bas du mois d'avril, le S&P 500 a fait une remontée spectaculaire. On peut pas le nier. Les résultats, eh bien, on est désormais à 22 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois. C'est cher et surtout, historiquement, c'est le genre de valorisation qui commence à ressembler un tout petit peu à une bulle spéculative. À titre de comparaison, on était à 18 fois les bénéfices il y a 3 mois et une hausse aussi rapide de ce genre de multiples, statistiquement, c'est un événement qu'on appelle 4 sigma. Alors, traduction de 4 sigma pour les non-initiés, c'est aussi rare que voir Jérôme Powell aller jouer au golf avec Donald Trump. Moins de 1% de probabilité historique que ça se produise. En général, quand ça arrive, il se passe toujours un autre truc derrière, un gros truc si possible, généralement dans un sens ou dans l'autre. Comme d'habitude en finance, c'est pile ou face. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2020, juste après le crash Covid. Le marché anticipait la reprise, la pluie de liquidité qui est arrivée, les confinements qui allaient se transformer en ruée sur Amazon. Résultat, plus 30% dans les 12 mois. Pareil en 2009, à la sortie de la crise des subprimes. La machine à profit a redémarré à l'époque et Wall Street jouait les Nostradamus de la reprise. Mais, et oui, il y a un mais, quand cette explosion multiple se produit en fin de cycle économique, comme en 2001 par exemple, juste avant que la bulle Internet explose, eh bien ça se termine généralement évidemment très mal. À l'époque, le marché avait pris 17% de baisse dans les dents. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux étaient déjà en train de pourrir sur place pendant que les indices montaient encore comme si c'était Noël tous les jours. Aujourd'hui, on est un peu dans cette zone grise. Le narratif du soft landing tient encore debout, même si plus personne n'y croit. L'IA fait toujours briller les chiffres de la tech, mais l'économie américaine, elle est plus vraiment au début du cycle. Et puis, Trump, avec ses futures dépenses XXL, risque d'aggraver le déficit budgétaire, de faire grimper les taux et de flinguer la fête. Et pendant ce temps-là, eh bien, les entreprises, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent les prix pour compenser les tarifs douaniers, ce qui évidemment pèse sur le pouvoir d'achat et entretient l'inflation, freinant du même coup les fameuses baisses de taux tant attendues et tant fantasmées pour la fin de l'année. Alors oui, certains diront que ce nouveau monde de la tech en éternelle croissance justifie largement un multiple à 22, mais bon, soyons juste sérieux 2 minutes, si les bénéfices ne suivent pas, on peut se demander ce qui va se passer. D'ailleurs, il suffit simplement de regarder l'historique. Chaque fois que le S&P 500 a atteint 22 fois les bénéfices, les investisseurs ont commencé à transpirer. Et cette fois, c'est pas à cause de la canicule, parce qu'en général, ce genre de bureaux, ils sont climatisés. Et dans cette situation, souvent, ils arrêtent d'acheter. Ils vendent pas, mais ils arrêtent juste d'acheter. Parce que c'est trop optimiste, trop cher, un poil trop dangereux. Alors le marché, il est peut-être pas encore en chute libre, bien sûr, mais il est cher, tendu et perché très très haut en haut d'une falaise, et il n'a pas de parachute. Alors ça veut pas dire que c'est la fin du monde et qu'on va se péter la figure de 300% à partir de la semaine prochaine, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas cadeau tout ça, et que si on faisait un retour en direction des 18, eh bien ça serait pas non plus une catastrophe d'un point de vue fondamental. Alors sincèrement, je sais pas du tout quand ça corrigera, ni même si ça va corriger un jour, parce que ce marché est largement assez schizophrène pour nous surprendre. Mais au moins, je vous l'aurais dit et vous vous en souviendrez à ce moment-là. Donc à la question, est-ce que c'est le moment d'acheter? Je vous dirais...
Voilà, merci d'avoir été avec moi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français, de liker cette vidéo et de la partager et de la commenter. Je sais bien que vous êtes tous partis en vacances et que vous n'avez plus envie de regarder ce genre de trucs et de vous parler marché, mais moi je serai quand même là demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez une excellente journée et à demain. Bye bye!